Les médecins, comme tous les homo sapiens, ont des biais cognitifs. Biais de confirmation, d'autocomplaisance, engagement, raisonnement motivé, corrélations illusoires, biais d'attribution et de manière générale, validation subjective. Pour ces raisons, aucun médecin raisonnable ne prendra pour une vérité absolue ses impressions et certitudes sur l'efficacité de son travail, surtout un travail aussi complexe avec autant de facteurs et de conséquences que la médecine. Il est plus sage de se fier plutôt à des études systématiques qui permettent d'éliminer une bonne partie de ces biais. Cela réclame une grande humilité, bien sûr, une qualité que les homéopathes médiatiques savent réclamer aux autres. Générique. Depuis mars 2018 et la publication de la tribune anti-fausse médecine dans Le Figaro, j'ai observé de près les passages radio-télévisés des homéopathes médiatiques. J'ai tout regardé, tout écouté et aussi pas mal lu. J'ai beaucoup souffert. Examinons ensemble la manière dont les homéopathes qui prennent la parole dans les médias et qui sont des représentants élus par leurs collègues justifient leur position et répondent aux critiques des sceptiques. On va revenir en boucle un tout petit nombre d'arguments dont nous allons voir qu'ils ne sont pas très propres. Les journalistes ne prennent jamais soin de le montrer. Alors on va le faire. Vous êtes prêts ? L'argument massu est celui du nombre. Il y a 200 000 médecins dans le monde qui font de l'homéopathie. C'est quand même pas rien. Il y a des tas de gens qui nous soutiennent, qui veulent de l'homéopathie, veulent cette liberté de prescription. Et je peux vous dire que l'année dernière, j'étais en Russie. Il y a 35 000 médecins homéopathes russes. Les Français ne s'y trompent pas, puisque un Français sur deux nous font confiance. Vous pensez bien que l'effet placebo à ce niveau-là, ça n'est pas possible. Le fait que de nombreuses personnes soient satisfaites de l'homéopathie nous renseigne sur très peu de choses finalement, en admettant que les chiffres soient exacts et fiables. Ils le sont peut-être, Ils le sont peut-être. On apprend que face à un sondeur, un certain nombre de gens émettent un avis plutôt positif. C'est tout. Si demain, une majorité de Français choisit de croire que regarder la télé les rend heureux et intelligents, vous seriez bien inspiré de ne pas considérer que c'est la preuve que ça marche comme ça. De nombreuses personnes veulent croire que la prière aide à guérir. Leur opinion ne nous renseigne pas sur la réalité de l'effet de la prière. Dans le journal La Croix du 10 avril 2018, on rapporte la déclaration du syndicat national des médecins homéopathes français, ouvrez les guillemets, l'homéopathie donne satisfaction à des millions de patients en France, bien plus encore dans le monde. Fermez les guillemets. Le docteur Antoine de Monceau, généraliste homéopathe à Reims, annonce, ouvrez les guillemets, ce n'est quand même pas sans raison si autant de patients se tournent vers l'homéopathie. Fin de citation. Il y a en France 220 000 médecins. Environ 100 000 sont généralistes. 5 000 d'entre eux sont homéopathes selon le site du SNMHF. Ces chiffres, fiables pour le coup, disent que 97% des médecins français ne sont pas homéopathes. D'après Boiron, 20 000 d'entre eux prescrivent régulièrement de l'homéopathie. Cela reste une minorité. Cela ne prouve rien, sauf que les homéopathes intelligents et honnêtes devraient vouloir ne pas utiliser l'argument du nombre. Contrairement à ce que vous dites dans cette tribune, je suis médecin, j'ai le même diplôme, j'exerce mon métier tous les jours avec cœur et donc je n'ai pas, je vous le dis avec vraiment tout le calme et la sérénité qu'il faut, de leçons de médecine à recevoir après 30 années d'exercice. Vous ne me respectez pas. Je suis désolé, je répète encore, nous avons le même diplôme, ce débat est tout à fait déplacé de votre point de vue. Écoutez, je donnerai deux arguments. D'abord, mon expérience personnelle, ça fait plus de 30 ans que je pratique l'homéopathie. Je soigne actuellement la 4e génération de patients que j'ai vus il y a 30 ans. Ça fait quand même 35 ans que j'exerce, ça fait 35 ans que j'utilise du Prionia, 35 ans que ça me donne des bons résultats, et en plus on évite les effets secondaires. Il n'est pas suffisant de se dire aussi bon médecin que les autres pour l'être vraiment. Eh bien, l'imprudent serait celui qui, sur la base de son unique ressenti, de sa seule expérience, voudrait porter un tel jugement. Heureusement, il existe
des travaux publiés dans des journaux scientifiques, comme ceux d'Alex Walker en 2018. Avec son équipe de l'Université d'Oxford, il a mesuré la performance de 7618 médecins, généralistes, anglais, à l'aide de 36 facteurs liés au coût, à la sûreté, à l'efficacité des soins prodigués. L'étude montre une corrélation entre prescription d'homéopathie et faible performance des médecins. Les 25% les moins bons ont 2 fois plus de chances que les autres de prescrire de l'homéopathie. Pour les auteurs, je cite, « Il est peu probable qu'il s'agisse d'une relation de cause à effet direct. C'est plus probablement le reflet d'aspects moins mesurables de leur pratique comme le respect envers la médecine fondée sur les preuves. Je crois qu'on peut être homéopathe et être un bon médecin. Mais ça ne va pas de soi et vous avez maintenant des raisons d'en douter sérieusement. » Petite parenthèse pour rappeler qu'être médecin ne fait pas automatiquement de vous quelqu'un de bien, de fiable, d'honnête et de sain d'esprit. Il y a des exceptions. On en trouve. Même si il y en a des biens. L'enseignement universitaire est censé porter sur des disciplines sérieuses, éprouvées, rigoureuses, en un mot, scientifiques. Pourtant, dans les faits, il existe des abus. Les licences, master et doctorat, le système LMD, sont des diplômes nationaux, voire internationaux. Leur valeur est largement reconnue partout. Les DU, diplômes d'université, sont un peu différents. Je cite Wikipédia. Ces diplômes sont gérés en autonomie locale, c'est-à-dire hors de la dotation globale du ministère, dotation par étudiant. Et leurs tarifs sont alignés sur ceux de la formation continue du secteur privé. En d'autres termes, ces formations rapportent de l'argent à l'université. C'est peut-être pourquoi on en trouve tant de nos jours. En septembre 2018, l'Université de Lille suspend son DU d'homéopathie. L'Université d'Angers lui emboîte le pas. Ces formations continuent d'exister encore aujourd'hui pour l'instant à Lyon, Paris-Sud, Strasbourg, Limoges, Brest, Poitiers, Bordeaux ou encore Clermont-Ferrand. Cela pourrait ne pas durer. En 2018, le Collège national des généralistes enseignants annonce qu'il a saisi ce jour la conférence des doyens de médecine pour demander la suspension des DU, diplômes d'université, d'homéopathie dans toutes les facultés de France. Depuis la 3e vidéo de cette série, le Collège national des généralistes enseignants, c'est-à-dire les médecins qui enseignent la médecine dans les facs, a adressé un courrier à la ministre de l'Enseignement et de la Recherche. Le voici. On ne peut pas à la fois recommander aux étudiants des contenus fondés sur les données de la science, imposer qu'ils soient formés à la lecture critique, et en même temps leur proposer des enseignements véhiculant des aberrations grossières aux antipodes de la démarche scientifique. Une enquête sur les contenus de ces enseignements délivrés dans les murs des facultés serait la bienvenue, car elle aurait des conclusions accablantes si jamais elle était conduite. On constate que le monde universitaire n'a aucune intention d'apporter une forme de légitimité à l'homéopathie. Les homéopathes seraient bien inspirés d'éviter de faire croire le contraire. Moi, je suis de formation scientifique et mon mari est un scientifique et donc je baigne dans le scientifique. J'adorerais savoir, j'adorerais avoir l'étude, j'adorerais pouvoir me dire que ce que je fais. On rappelle que par exemple pour un granule d'arnica. Si on nous propose des protocoles qui permettent d'évaluer de façon honnête, c'est-à-dire en respectant cette individualisation du patient, nous voyons cela d'un très bon œil parce que nous savons que ça marche, nous savons que l'évaluation sera bonne si elle est honnête. Si nous manquons de preuves d'efficacité, nous dit-on, c'est parce que l'homéopathie est une pratique bien plus subtile que la médecine conventionnelle. Les gros doigts de la science sont incapables de manipuler une discipline aussi délicate. On réclame donc que la science s'adapte. C'est gonflé, mais ça pourrait passer. Chut. Communiqué de presse du Syndicat national des médecins homéopathes français, 31 juillet 2018. Ce particularisme rend spécifique l'évaluation du médicament homéopathique. C'est pourquoi le SNMHF demande la détermination d'une méthodologie d'évaluation correspondant à la méthode thérapeutique homéopathique afin de mesurer son efficacité et le niveau de service rendu aux patients.
Le SNMHF entend être partenaire au même titre que tous les acteurs pressentis sur la base de leurs compétences dans ce domaine d'expertise pour élaborer et conduire les travaux d'évaluation. Cette posture, hélas, c'est une forme d'autodestruction de l'argumentaire homéopathique. Voici pourquoi. Si les homéopathes demandent à ce qu'on mette au point une méthodologie apte à prouver l'efficacité de l'homéopathie, c'est forcément que cette méthodologie fait défaut, et donc qu'ils admettent qu'on n'a jamais pu produire de preuves d'efficacité. Mais dans un même souffle, ils affirment qu'ils savent. Ils savent que ça marche. Ils savent qu'il faut l'enseigner, la prescrire, la rembourser, parce qu'ils le savent. Alors du coup, moi je me demande comment ils le savent. Il reste l'intime conviction ou la foi. On a le choix. Il n'y a pas d'effet placebo sur les animaux, quand même, non? Moi, non. J'ai pu le constater moi-même. Hein. Oui, Jocelyne. Non, il n'y a pas d'effet placebo sur les animaux. Certains disent que le fait que le maître s'occupe de l'animal fait qu'il y a un effet positif. Mais alors, c'est vraiment... c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, hein? C'est un peu tiré par les cheveux. Bon. Il a été montré par des études que le traitement homéopathique avait un effet supérieur au placebo. On peut acheter des médicaments sans prescription. Voilà, on peut acheter des médicaments sans prescription pour la bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas toxiques. Donc, si ça vous fait rien, si vous n'êtes pas sujet, si vous n'avez pas besoin, ça ne vous fera pas de mal. On ne peut plus dire aujourd'hui, on en a un petit peu assez de ce sempiternel argument qui ne repose sur rien, que l'homéopathie est comparable à un effet placebo. Sur ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo précédente, histoire d'éviter de faire dire au mot placebo ce qu'il ne veut pas dire. En deux mots, oui, on peut produire un effet placebo en soignant un bébé, un animal et même une plante. À ce jour, il n'existe aucun résultat solide, c'est-à-dire répliqué par une équipe indépendante, qui montrerait que les effets de l'homéopathie puissent n'être pas dus aux effets contextuels. Soyons aussi clairs que possible, toute personne qui affirme le contraire a des relations conflictuelles avec la réalité. La plupart des arguments sont archi-classiques et entendus partout. Celui-ci est moins utilisé et il a un certain charme. Lorsque je donne un médicament adapté au patient, si je me trompe de médicament, il ne se passe rien. Le patient revient et me dit « rien n'a changé ». Donc, pourtant, il y a eu une consultation qui favorise l'effet placebo, etc., comme dans toute thérapeutique, comme ça vient d'être annoncé. Par contre, lorsque le médicament est vraiment spécifique et adapté au patient, à ce moment-là, il y a un effet général, global. C'est pour ça que ça fait tant d'adeptes. L'argument est fallacieux parce qu'il repose sur un présupposé implicite et faux. Ce présupposé, c'est que si un traitement produit uniquement un effet placebo, alors cet effet placebo sera toujours le même, de même nature, de même intensité. Mais si on se rappelle qu'en réalité on parle d'effets contextuels, alors l'illusion disparaît parce que le contexte change toujours, et ça personne ne l'ignore. On le sait bien que le contexte change à chaque fois, et donc il faut s'attendre à ce que l'effet soit potentiellement différent. Si la pilule sans principe actif n'a eu aucun effet le mardi, elle pourrait bien en avoir le jeudi, car les conditions de la prise du médicament ont changé. Le contexte fait varier les effets contextuels. C'est un petit peu une lapalissade, quand même. C'est un peu navrant de voir à quel point ces gens refusent de s'intéresser à comment fonctionnent les effets contextuels, qui sont pourtant leur véritable substrat de travail. Les homéopathes ne sont même pas de bons spécialistes du placebo. Et ça, c'est triste. Personne n'a pu échapper à cette déclaration. L'homéopathie coûte moins cher aux patients et à la sécurité sociale. Pour nous, maintenir le remboursement de l'homéopathie est une évidence, avant tout pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des raisons de finances publiques. Et puis on va en reparler, mais aussi pour l'emploi. Et parce que derrière, il y a toute la puissance pharmaceutique qui ne veut pas entendre parler d'une autre voie, qui est pourtant la seule voie véritable qui va nous permettre de sortir de ces dépenses de santé pantagruéliques. En effet, les tubes de granules sont peu onéreux, beaucoup moins que les médicaments conventionnels. Mais ce faible prix peut s'expliquer par un mode de fabrication assez rudimentaire
dilution sérielle dans de l'eau ou dans de l'alcool, puis pulvérisation sur des granules de sucre, et par les très faibles investissements des entreprises liées à l'homéopathie dans la recherche scientifique pour évaluer et améliorer leurs produits. Tout ça ne leur coûte vraiment pas cher du tout. Mais s'arrêter au prix des granules, c'est regarder par le petit bout de la lorgnette. Il faudrait compter le temps médical. Il faudrait se souvenir qu'un remède non efficace induit des coûts cachés, des parcours de soins chaotiques, des arrêts maladie, des retards de diagnostic qui peuvent réclamer des soins supplémentaires, des séjours hospitaliers, des pertes de chance, etc. On voit bien qu'il n'est pas évident du tout d'affirmer que l'homéopathie coûte moins cher à la société. Ce qu'il faudrait, ce sont des études qui mesurent sur le terrain le coût réel médical des patients selon qu'ils consomment ou pas de l'homéopathie. Ça, ce serait bien qu'on l'ait. J'ai un scoop, ces études existent. On a des chiffres, on a des valeurs, on a des données, on a des conclusions, on a des publications. J'ai deux études. Alors c'est pas prouvé, mais au minimum, la question se pose. Vous voyez? C'est ça la prudence. Une étude publiée en 2015 s'intéresse aux dépenses médicales de 44 550 patients en Allemagne, où l'homéopathie est également très utilisée. Sur une période de 18 mois, et pour un ensemble de diagnostics, dépression, migraine, rhinite allergique, asthme, dermatite atopique et maux de tête, les dépenses médicales des patients qui ont recours à l'homéopathie étaient plus importantes que celles des autres patients. La même équipe a poursuivi ses travaux et constaté que si l'on étend la période d'observation à 33 mois, l'homéopathie est également plus chère. Pas de chance, mais c'est comme ça. Alors interrogeons-nous, si effectivement l'homéopathie coûte moins cher en France, sur quelle base l'affirme-t-on? En l'absence de preuves, l'exemple allemand nous incite à n'en rien croire. Parenthèse, le déremboursement de l'homéopathie qui vient d'être décidé par le gouvernement s'est peut-être joué sur la question budgétaire. Et je voudrais dire qu'en matière de santé publique, ce n'est pas forcément une bonne chose de justifier des mesures juste parce qu'elles permettent de faire des économies. Est-ce que les économies sont une fin en soi? Voilà. En tout cas, ce n'est clairement pas l'argument que je voulais mettre en avant dans ces vidéos pour critiquer le remboursement de l'homéopathie. Le principal est ailleurs. Parmi les milliers d'études qui portent sur l'homéopathie, vous en trouverez forcément qui tombent pile poil sur ce que vous voulez croire. Parce que les études, de temps en temps, aboutissent à des conclusions fausses. C'est comme si vous aviez 10 000 boussoles, et que 15 d'entre elles indiquaient une direction différente des 9 985 autres. Si vous décidez de vous fier uniquement à ces 15-là et pas aux autres, ne nous demandez pas de vous suivre. En ce qui concerne les niveaux de preuve, je suis désolé, mais c'est pas avec des acronymes qu'on se bat, c'est avec des études. Les études, elles existent au niveau fondamental. Elles sont négatives. Elles existent, mais écoutez, ou alors vous les avez pas lues. Les études scientifiques regardées avec un œil honnête, par exemple l'étude EPI3, qui est la dernière et la plus parlante, montre que l'homéopathie a une réelle efficacité. On a cité le conseil scientifique de l'Académie des sciences européennes concernant l'homéopathie. Je n'ai pas peur des acronymes, des académies et des choses comme cela. Moi, je regarde les études. Quand on brandit une étude ou un tout petit groupe de papiers qui disent l'inverse de tous les autres, on se rend coupable de ce qu'on appelle le cherry picking. Oui, bon, pardon, c'est de l'anglais, hein. Ça veut dire cueillette de cerises. En gros, ça veut dire qu'on prend juste ce qui nous plaît. C'est une énorme erreur de méthode. On ne fait pas cela dans une méta-analyse. On n'a pas le droit de le faire. Et c'est une erreur tellement énorme qu'elle confine à la plus pure mauvaise foi. Je vous jure, c'est vraiment... Les homéopathes en raffolent. Depuis quelques années, ils dégainent constamment l'étude EPI3. Que montre réellement l'étude EPI3? Que les médecins conventionnels prescrivent trop de certains médicaments. On le savait déjà, des groupes de médecins s'en plaignent depuis longtemps. L'étude EPI3 ne dit rien d'autre. Elle ne dit pas que les homéopathes soignent mieux. Elle ne dit pas que leurs remèdes ont la moindre efficacité, ni qu'ils coûtent moins cher. Car au prix des médicaments, il faut ajouter celui de la séance. Et les homéopathes sont souvent plus chers. EPI3 confirme que les médecins prescrivent en général trop de médicaments, et c'est tout. Partant de là, nous, patients, devons accepter de n'avoir pas forcément une ordonnance dès qu'on est malade. Il faut se défaire de l'idée qu'un petit bobo a forcément une réponse médicamenteuse. Il ne faut pas encourager l'automédication et le réflexe bobo égale pilule. Or, pardon,
mais c'est exactement ce que fait l'homéopathie. La matière, au départ, elle a deux aspects, soit corpusculaire, soit ondulatoire. Et nous, on utilise le côté ondulatoire. Le professeur Marc Henry, qui est chimiste à Strasbourg, qui a fait une étude 2017. Donc pas effectivement une étude médicale, mais je pense que dans le champ médical, on a besoin de s'ouvrir un petit peu, qui a validé les propriétés de l'eau, qui est probablement un phénomène quantique, qui montre que quand on a à peu près 5,5 millions de molécules d'eau dans lesquelles on va mettre notre tube syphilitique ou autre, il y a ce qu'on appelle des domaines de cohérence et qui fait qu'il y a une information qui peut passer. C'est ce qu'a validé Montagnier en 2015, en reprenant les études, en prenant... C'est ce qui ferait que c'est pas de la poudre de perlimpinpin pour faire... En fait, il n'y a plus rien qu'on puisse détecter. Je veux dire, vous confondez le support et l'information. Je veux dire, vous avez votre radio qui donne de la musique. Vous démontez la radio, vous ne trouvez pas le chef d'orchestre et les violons. C'est pourtant de la musique, parce que ce que vous démontez, c'est le support. La musique, c'est l'information. Les granules, c'est pareil. Vous mettez une molécule active dans une solution hydroalcoolique. Quand vous diluez, et bien toutes les molécules initiales vont avoir disparu. Sauf que toutes les molécules, les pelotes d'eau-alcool sont imprégnées de l'essence, de l'information. Et quand vous allez prendre ça, comme l'eau n'a aucune barrière dans l'organisme, vous allez prendre ça sous la langue, ça va aller directement dans le cerveau. Et là, vous avez une information. Alors que si vous aviez pris la protéine initiale, eh bien, elle ne pouvait pas parce qu'elle aurait été détruite dans vos sucs digestifs, réduite en petits morceaux de molécules. Et donc, on n'aurait absorbé que des acides aminés. Et l'information était perdue. On a régulièrement droit à un argument du type « c'est la physique quantique qui expliquera comment ça marche. En attendant, fermez-la et laissez-nous refourguer nos produits, quoi. » Bon, je prends juste le temps de signaler que c'est un sophisme de l'appel à l'ignorance. Sous prétexte qu'on ignorerait les détails du fonctionnement quantique ou électromagnétique du remède, alors on est prié de ne pas critiquer. C'est moisi, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Certains parmi vous savent que cet argument est intimement lié à la mémoire de l'eau. Je vais y revenir. Mais d'abord, je veux conclure sur la rhétorique. Imaginons, vous êtes un expert d'une pratique médicale. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes un professionnel et vous devez faire face au scepticisme de certains qui estiment que votre pratique est inefficace. Bon, c'est pas de chance, c'est moche, mais c'est la vie. La bonne manière de répondre est d'expliquer votre démarche et de démontrer pourquoi vos conclusions sont valides en vous appuyant sur les connaissances scientifiques qui permettent d'étayer votre raisonnement. D'accord ? Les homéopathes ne font jamais cela. Ils préfèrent s'appuyer sur l'ignorance que nous aurions de mécanismes mystérieux se produisant dans les dilutions formidables qu'ils utilisent. Ils préfèrent dire combien les Français sont attachés à cette pratique, à quel point ils sont eux-mêmes de vrais professionnels et combien leur longue expérience personnelle leur a confirmé qu'ils avaient raison. Parfois, ils vont jusqu'à semer le soupçon sur les motivations forcément crapuleuses de ceux qui les critiquent. Je me pose aussi cette question. Pourquoi, alors que l'homéopathie représente sur le marché mondial 0,1% du marché du médicament... Pourquoi on vient vous chercher des noix? Pourquoi on vient nous chercher... Voilà, on ne sait pas, alors que ça le répond, encore une fois, à des enjeux de santé publique. Imaginez un chirurgien qui estime qu'il doit vous retirer la rate et l'estomac pour vous débarrasser de douleurs abdominales. Et voilà ce qu'il vous dit pour se justifier. Il y a plein de choses que la science n'explique pas. Moi, je sais que ça marche. Ça fait 30 ans que je retire des rats et des estomacs à tout le monde. L'opération permet de faire mieux circuler des ondes quantiques qui apportent au corps une information de guérison. Quand même, je sais de quoi je parle, je suis un professionnel. J'ai une plaque dans la rue avec marqué dessus « Docteur ». Je suppose que vous n'avez pas très envie d'aller vous faire opérer. Vous avez détecté que l'explication n'est pas très rassurante. Vous êtes donc parfaitement apte à douter des arguments pro-homéopathie. Bravo, c'est très bien. Je n'ai pas été complètement exhaustif dans cette vidéo, il manque sûrement des arguments, et j'aurais préféré pouvoir débattre avec un homéopathe sérieux et capable d'avoir une conversation argumentée, mais personne parmi eux à ce jour ne veut débattre avec la tronche en biais. Ils n'ont pas envie. C'est curieux qu'ils n'aient pas envie de nous expliquer comment ils savent qu'ils sont sûrs de ce qu'ils savent. Du coup, j'ai fait sans eux. Je finirai cette série de vidéos, probablement,
En revenant sur un sujet que vous avez été nombreux à réclamer, et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que nous parlions de la mémoire de l'eau. À bientôt. Cosmic sea light.